Vous savez, le poète Paul Valéry disait que toute civilisation est mortelle. Et la nôtre, fondée sur la marchandisation de tout ce qui peut l'être, ne fait pas exception. Donc le grand débat, c'est de savoir que va-t-il y avoir après cette société du tout marché. Et moi, je fais le vœu d'arriver à défendre et à étendre la sphère de la gratuité. Mais lorsqu'on parle de gratuité, il s'agit bien sûr déjà toujours d'une gratuité construite. La gratuité, ce n'est pas le produit débarrassé du coût, mais débarrassé du prix. C'est donc déjà une gratuité économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Il s'agit aussi d'une gratuité politiquement, culturellement construite. Et on a défini une sorte de grammaire de la gratuité avec 3 règles principales. La première règle, c'est qu'il n'existe pas de domaine qui aurait vocation à être marchand et d'autres domaines qui auraient vocation à être gratuits. Sinon, le grand risque, ça serait d'enfermer la gratuité dans le domaine du vital, dans le domaine de la survie. Et ça, c'est un débat que j'ai eu pendant très longtemps avec Danielle Mitterrand lorsqu'elle était présidente de la Fondation France Liberté. Danielle Mitterrand œuvrait avec raison pour la gratuité de ce qu'elle nommait l'eau vitale. La gratuité de l'eau élémentaire, c'est essentiel, mais la gratuité des bacs à sable, c'est tout aussi important. La deuxième règle, eh bien, c'est tout simplement qu'il ne s'agit bien sûr pas de rendre tout gratuit, et pas d'abord par réalisme comptable, financier, mais parce que la gratuité doit être mise au service d'un projet de changement de civilisation. Et c'est la raison pour laquelle on a avancé une nouvelle règle, un nouveau principe, qui est celui de la gratuité du bon usage face au renchérissement et parfois à l'interdiction du mésusage. Bon usage, mésusage, ça semble très compliqué. En fait, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on paye notre eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Et ce qui vaut pour l'eau devrait valoir pour l'ensemble des biens communs. Et puis la dernière règle, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuites les choses existantes. Il s'agit d'utiliser le passage à la gratuité pour repenser les services publics. Et je dirais qu'il faut avancer sur nos 3 jambes. Il faut aller vers davantage d'égalité sociale, il faut réussir la transition écologique, et puis il faut permettre l'implication citoyenne. Par exemple, moi, en matière de restauration scolaire, je suis pour le retour en régie municipale. Mais si on revient en régie municipale et pour aller vers une restauration gratuite, c'est pas pour faire la même chose que les géants de la restauration collective. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée autrement. Et puis, j'ajouterais une restauration faite sur place et servie à table. Et puis, je dirais enfin que le terme de gratuité, c'est un joli nom féminin. L'antonyme du mot gratuité, c'est ce qui est mercenaire. Et puis, par ailleurs, j'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Si les gens n'aiment pas le terme de gratuité, eh bien qu'ils disent, comme nos amis anglo-américains, liberté d'accès, free, qui parle de biens communs inconditionnels. L'urgence aujourd'hui, c'est de multiplier ce que je nomme effectivement ces îlots de gratuité, ces petits bouts de gratuité. Certaines villes commencent par l'eau ou l'énergie élémentaire. D'autres villes, ce sont les transports en commun urbains. D'autres villes encore, ce sont les services culturels ou funéraires, ou la restauration scolaire, ou les activités périscolaires. Je dirais tout ce qui peut être fait allant dans le sens de cette extension de la sphère de la gratuité est excellent. Mais très vite, l'objectif, ça va être de passer de ces îlots de gratuité à de nouveaux archipels de gratuité, avec l'espoir que demain, on arrive à de nouveaux continents de la gratuité. Et l'Observatoire international de la gratuité a lancé en septembre dernier ce qu'on appelle une mobilisation prolongée en faveur de la gratuité, avec 3 temps forts. Le premier temps, c'était la publication du livre manifeste « Gratuité versus capitalisme », faisant l'état des lieux de toutes les formes de gratuité existantes et à venir. Le deuxième temps, ça a été l'apparition, via le monde diplomatique, d'un appel qui s'intitule « Vers une civilisation
de la gratuité. Donc en parlant de civilisation de la gratuité, on place la barre très haut. On ne parle pas simplement de petits bouts de la gratuité. Et je crois que c'est bien parce qu'on parlait de civilisation de la gratuité que cet appel a pu obtenir autant de succès. Et la troisième étape, eh bien, c'était l'organisation, le 5 janvier 2019, du 2e Forum international de la gratuité, où plus d'une quarantaine de mouvements sont venus donner leur avis sur la façon dont ils comprenaient, dont ils entendaient ce joli mot de gratuité. Alors je crois qu'il y a deux conceptions différentes de la gratuité. Il y a tout d'abord une gratuité qu'on pourrait appeler d'accompagnement du système. La gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer. La gratuité pour ceux qui sont tombés tout en bas. Alors déjà, cette gratuité d'accompagnement du système, celle des tarifs sociaux, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Elle va non plus jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un salaud de feignant? Et puis cette gratuité d'accompagnement, celle des tarifs sociaux, elle n'a jamais permis de transformer les façons de produire et de consommer. Elle n'a jamais produit de changer les styles de vie, les modes de vie. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre deux conceptions de la vie bonne, ce que les Grecs anciens appelaient l'eudémonia. Et à côté, il y a une autre conception de la gratuité, celle dont je suis amoureux. C'est une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux enfants s'ils sont gosses de riches ou de pauvres. C'est en tant qu'enfants qu'ils sont admis. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'éducation, et qui reste encore vrai, notamment pour le domaine de la santé, ne devrait pas l'être pour les 3 autres grands piliers qui nous permettent d'exister, c'est-à-dire le droit à l'alimentation, le droit à la mobilité, et puis, pour moi, un des grands enjeux, c'est de développer aussi la gratuité des services funéraires. Alors moi, j'ai déjà toujours envie de répondre aux adversaires de la gratuité sous forme d'une question boutade. Est-ce que vous préfériez passer votre soirée dans le cadre d'un amour tarifé, ou est-ce que vous préfériez passer votre soirée avec quelqu'un que vous avez choisi et qui vous a choisi? C'est-à-dire qu'on constate très bien que ce qui nous est le plus cher, à titre individuel, c'est précisément ce qui est gratuit. L'amour, l'amitié, nos engagements. Et je crois qu'il y a 3 niveaux de gratuité. Il y a ce qu'on pourrait appeler effectivement les gratuités élémentaires. Le don de la vie, la transmission du langage et de la culture, la beauté des paysages. Il y a un deuxième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler les gratuités coopératives, l'entraide dans la famille, entre voisins, les boîtes à livres, les espaces de gratuité. Et puis il y a un troisième niveau sur lequel je travaille principalement, que celui de ces gratuités construites politiquement et qui concernent le service public. Moi, je préfère toujours parler du service public au singulier, parce que le service public, ce n'est pas un mode de gestion des affaires de la cité. C'est une conception de la société. Alors pourquoi toutes ces résistances face à la gratuité? Déjà, ce que l'on peut constater, c'est qu'elles ne sont pas récentes. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à imaginer de passer à l'école gratuite, on entendait le même discours. Ça va déresponsabiliser les familles, ça va faire baisser le niveau de la qualité de l'enseignement. Lorsqu'on a instauré la sécurité sociale, et on entendait aussi ce même discours, les gens vont se conduire de façon totalement irresponsable. Je crois qu'au contraire, toutes les expériences montrent que la gratuité, loin de développer l'irresponsabilité, mobilise ce qu'il y a de meilleur parmi les gens. C'est une façon, la gratuité, de miser sur l'intelligence collective. Et puis la gratuité, elle croise des grands combats, des grandes réflexions du moment, comme par exemple, faut-il adopter un revenu universel pour tout le monde, ce fameux revenu citoyen? Alors déjà, la question du prix
et du coup sont souvent très mal posées. Quand on raisonne par exemple par rapport au transport en commun, ce que l'on constate, c'est que le coût moyen des embouteillages par an et par Français est de 980 €. C'est-à-dire bien au-delà de ce que coûterait le passage à la gratuité. Et je ne tiens pas compte du coût de la pollution de l'air. C'est-à-dire le coût de la pollution, c'est un coût supérieur au déficit de la sécurité sociale. Et je dirais que construire la gratuité, parce que le grand mot est là, c'est une construction qui doit être langagière, c'est une construction qui doit être juridique, qui doit être politique, qui doit être également économique. Et je crois qu'il faudrait surtout pas succomber dans ce qui serait une conception misérabiliste de la gratuité. Et c'est pour ça que moi je suis très heureux quand je vois un certain nombre de villes qui choisissent d'afficher la gratuité. À Aubagne, le choix, ça avait été de mettre en gros sur les bus liberté, égalité, gratuité. À Dunkerque, le choix qui a été fait, c'est celui d'avoir des bus multicolores. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que la gratuité relève tout simplement de ce qu'on pourrait appeler une conception de la société fondée sur le bien vivre.